Je m'appelle Edith, j'ai 59 ans et je vis au cœur de la France. Ce que je vais raconter est douloureux, mais il faut que je le dise. Il faut que quelqu'un entende mon histoire. Avant de commencer, j'aimerais poser une question à celles et ceux qui m'écoutent. Avez-vous déjà été trahi par ceux que vous aimiez le plus? Avez-vous gardé le silence, ravali vos larmes, parce que c'était plus simple ou moins honteux? Si c'est le cas, je suis là pour vous. Écrivez-le dans les commentaires. Je vous lirai et je vous comprendrai. Chut! Tu veux qu'elle nous entende ou quoi? Ferme la fenêtre. Ces mots murmuraient avec nervosité. C'était mon mari. Oui, mon mari, je l'ai reconnu tout de suite. Sa voix grave, légèrement rauque, toujours trop sûre d'elle. Mais ce n'est pas cela qui m'a glacé le sang. Non, ce qui m'a transpercé, c'est la réponse qui a suivi. Elle est trop bête pour comprendre quoi que ce soit. Et puis elle ne vient jamais ici sans prévenir. C'était la voix de ma belle-fille, douce, moqueuse, presque séductrice. Mon sang s'est figé. J'étais devant la maison de mon fils, celle que je l'avais aidé à acheter, que j'avais vue se construire brique par brique. Et là, sur l'allée, la voiture de mon mari, reconnaissable entre mille. Il l'adorait. Je croyais qu'il passerait l'après-midi au golf avec d'anciens collègues. Le matin même, il m'avait embrassé distraitement en me disant qu'il rentrerait tard. Ne m'attends pas, ma vieille. Ma vieille. Ces mots, prononcés en riant, m'ont frappé comme une gifle. Je suis restée figée sur le trottoir, mon cabas rempli de poires et de confitures pour mon petit-fils. Je venais à l'improviste pour faire une surprise. La veille, j'avais même préparé des crêpes au sarrasin, comme ils les aiment. Mais je n'ai jamais eu le temps d'atteindre la sonnette. J'ai entendu leur voix par la fenêtre entr'ouverte du salon, et soudain, tout s'est effondré en moi. Je me suis reculée lentement, silencieusement, comme une voleuse dans ma propre vie. J'ai traversé la rue sans regarder les voitures. Mes jambes tremblaient et le cabas m'échappait presque des mains. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'étais trop choquée pour cela, comme si mon esprit s'était vidé d'un coup. Autour de moi, le monde n'existait plus. Seule cette phrase tournait en boucle dans ma tête, elle est trop bête pour comprendre quoi que ce soit. C'est étrange, le moment où l'on comprend qu'on n'a plus rien pour ce qu'on aime. Pas moins aimé, non, rien. Inexistante, effacée. J'ai marché sans but jusqu'au parc de la vieille église. Je me suis assise sur un banc, au soleil, parmi d'autres grands-mères. Personne ne savait ce qui venait de m'arriver. Et moi-même, j'avais du mal à y croire. Mon mari, mon propre mari, dans la maison de notre fils, avec sa femme. Et lui, il se croyait en terrain conquis. Comme si j'étais déjà invisible, comme si je n'avais plus aucune importance. Et mon fils? Était-il complice? Était-il au courant? Ou bien, lui aussi, était-il une pièce sacrifiée dans le jeu malsain qu'il jouait? Je ne savais plus quoi penser. J'avais froid. J'avais honte. C'est sur ce banc que quelque chose a basculé en moi, comme une fissure dans le cœur. Une de ces fissures qu'aucune parole douce ni aucune excuse tardive ne peut recoller. Une douleur silencieuse, profonde, mais accompagnée d'une clarté soudaine. J'ai compris que j'avais été aveuglée trop longtemps. Que j'avais voulu croire à une famille unie alors que tout s'effritait depuis des années. Je me suis levée lentement. J'ai regardé le ciel et un calme étrange s'est installé au fond de moi. Ce n'était pas de la paix. Non, c'était plus tranchant, plus déterminé. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais éveillée. Chers amis qui m'écoutez jusqu'ici, avez-vous déjà ressenti cette morsure? Cette cassure brutale qui vous fait comprendre que vous avez été trahi dans votre propre maison? Si vous en avez la force, racontez-moi dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai, parce qu'une simple parole peut parfois briser un silence trop long. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Bernard. C'était un bal de juillet à Bourges, et il portait une chemise blanche trop grande. Mais son sourire suffisait à tout effacer. Il n'était pas beau, pas vraiment, mais il savait parler aux gens, leur donner l'impression d'être unique. Et moi, je me suis sentie choisie, aimée, exceptionnelle. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Je travaillais comme secrétaire à la mairie de Saint-Florent-sur-Cher. Lui, il était dans une entreprise de menuiserie. Nous n'avions rien, juste un petit studio et une machine à laver partagée avec les voisins. Mais nous rions pour des bêtises. Nous nous embrassions dans la cuisine. Nous rêvions grand. D'un pavillon avec jardin, d'un chien, de 2 enfants, et d'un cerisier au fond du terrain. C'était notre idée du bonheur. Puis les années ont passé,
et j'ai donné naissance à Maxime, mon garçon, mon soleil. J'ai arrêté de travailler quand il est né, par choix. J'étais fière d'être mère au foyer, de préparer des gratins maison, de coudre ses petits pantalons, de tenir le foyer à bout de bras pendant que Bernard se tuait au travail. Nous avons acheté une maison à Meun-sur-Yèvre, un pavillon modeste, 3 pièces avec une cheminée en pierre. J'ai peint les murs en jaune, pour faire entrer la lumière. J'ai planté ce fameux cerisier au fond du jardin, et quand Maxime a fait ses premiers pas, j'ai pleuré. Bernard aussi. Il était tendre, présent, amoureux au début. Au fil des ans, j'ai senti son regard se transformer. Il rentrait de plus en plus tard, ses réponses se faisaient rares. Ses mains ne cherchaient plus les miennes. Je n'ai rien dit. Je me contentais de sourire, de lui préparer ce qu'il aimait, de prétendre que tout allait bien. On refuse de croire qu'on perd quelqu'un, surtout quand toute sa vie a été bâtie autour de lui. Puis Emma est arrivée, la fiancée de Maxime. Une brune lumineuse, pétillante, avec ce sourire qui capturait les hommes et irritait les femmes. Je l'ai accueillie chaleureusement, sincèrement. Je voulais qu'elle se sente à sa place parmi nous. Je lui ai même transmis ma recette de gratin du pfinois. Elle m'a remerciée avec des manières charmantes mais distantes. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle ne voulait pas de moi. Les mois ont filé. Maxime s'éloignait de moi. Bernard s'est mis à parler plus avec elle qu'avec moi. Je pensais que c'était juste de l'admiration paternelle. Mais une petite alerte résonnait en moi et je l'ai ignorée. Je me souviens d'un Noël. Emma avait préparé le repas. Tous louaient son foie gras, son civet de sanglier. Moi, je n'avais fait qu'une tarte aux pommes. Maxime a ri et dit « Maman, il va falloir que tu te mettes à jour. Emma te vole la vedette. » C'était censé être drôle. Mais j'ai senti une piqûre au cœur. Bernard a souri. Il a ajouté « Il faut bien passer le relais, ma vieille. » Ce ma vieille, je l'ai entendu plusieurs fois et à chaque fois, il sonnait plus froid, plus méprisant. Je ne voulais pas créer de conflit. Je me disais que c'était l'âge, que j'étais fatiguée, que je voyais des choses qui n'existaient pas. Je m'accrochais à mon rôle. La mère, l'épouse, la grand-mère attentionnée. Celle qui prépare les confitures, arrose les plantes, plie soigneusement les serviettes. Celle qu'on oublie, mais qui reste là. Un jour, j'ai proposé d'emmener mon petit-fils à la bibliothèque. Emma m'a regardé avec ce sourire poli mais figé. Oh, c'est gentil, mais il préfère des activités plus dynamiques. Voilà ce que j'étais devenue. Une option trop douce, un élément ancien du décor qu'on conserve par habitude. Bernard avait changé aussi. Il riait, mais pas avec moi. Il passait plus de temps à se parfumer, des heures dans la salle de bain. Il disait vouloir rester séduisant pour moi, mais je ne le reconnaissais plus. Un dimanche, j'avais oublié mon téléphone chez Maxime et suis revenue discrètement le récupérer. C'est ce jour-là que j'ai entendu Bernard et Emma seuls dans la cuisine, parlant à voix basse. Au début, je me suis dit que j'avais mal entendu. Mais il y avait une complicité dans leurs mots, une proximité impossible à ignorer. Le pire, c'était que j'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas savoir. Je préférais souffrir en silence plutôt que d'affronter la réalité que 40 ans de ma vie n'étaient peut-être qu'un mirage. Mais ce jour-là, devant cette maison, quand j'ai entendu leur voix et vu cette voiture, tout m'est revenu d'un bloc. Et depuis, je n'ai plus jamais pu fermer les yeux. Les jours qui ont suivi cette révélation étaient flous. J'étais présente mais absente. Je reproduisais les gestes du quotidien, préparer le café, nourrir les poissons rouges, replier les draps. Mais quelque chose en moi s'était arrêté. Je ne dormais plus. À 3 heures du matin, je me levais et restais devant la fenêtre de la cuisine, regardant le lampadaire clignoter au coin de la rue. J'avais l'impression de sombrer dans la folie. Et le pire, c'est que personne ne voyait rien. Bernard continuait de rentrer de plus en plus tard. Ses excuses étaient molles, comme si tout retard était acceptable. Il racontait des chantiers pris du retard, des verres partagés avec les collègues. Moi, j'aidais Maxime à ranger le garage. Maxime, lui, m'envoyait des messages de moins en moins souvent. Et Emma n'avait jamais vraiment fait semblant de m'accepter. Je me souviens d'un déjeuner chez eux peu après cette journée devant la maison. J'avais accepté leur invitation pour maintenir les apparences. J'avais mis une robe neuve, coiffé mes cheveux, même maquillé mes paupières marquées par les ans. J'étais prête à tenir le coup, ou du moins à ne pas flancher. Tout au long du repas, Emma m'adressait un ton condescendant, glacé. Dès que je parlais, elle m'interrompait pour corriger mes propos. Oh,
Vous voulez dire celui-là, Edith. Parce que celui dont vous parlez, c'est un modèle de 2020, complètement dépassé, disait-elle, même pour une simple cafetière. Maxime restait silencieux, Bernard riait. Un rire franc, complice, dont je n'étais pas partie prenante. Quand j'ai proposé d'aider à débarrasser, Emma a répondu « Non, non, reposez-vous, vous avez assez fait ». Son ton était mielleux, mais ses yeux me fixaient comme si j'étais une charge à gérer, ou pire, un fantôme, une intruse dans leur royaume. Le lendemain, j'ai voulu appeler mon fils, juste pour entendre sa voix, pour vérifier que tout allait bien. Il n'a pas répondu et ne m'a jamais rappelé. Alors j'ai compris, lentement, douloureusement, que je n'étais pas seulement écartée par mon mari. Mon propre fils m'éloignait aussi, petit à petit, avec la complicité silencieuse de sa femme. C'était cette trahison-là qui faisait le plus mal. Ce ne sont pas les cris ou les gifles qui détruisent le plus, mais les silences. Les petites humiliations répétées, les regards qu'on évite, les phrases mielleuses. « Tu veux que je t'aide à traverser, comme si j'étais déjà invalide ? Tu n'as pas besoin de ça, reste à la maison. » Comme si mon univers se limitait à mon salon. Le ton protecteur, mais méprisant, avec lequel Emma me disait « À votre âge, ce n'est plus le moment de changer vos habitudes. » Un jour, je suis allée leur rendre une visite surprise. Je les ai trouvés en train de discuter des plans pour la maison. Ma maison, celle qui appartenait à ma surèvre. J'ai entendu Emma dire « Si elle pouvait aller en maison de retraite, ce serait plus simple. On pourrait la louer, ou même la vendre. » Mon sac a failli tomber de mes mains, mon cœur a raté un battement. Bernard a répondu doucement. On va lui faire signer la procuration d'abord. Une fois que ce sera fait, tout ira vite. Elle dira oui à tout, comme toujours. Je me suis éloignée sans bruit. De retour chez moi, j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le sol froid de la cuisine et j'ai crié, pas à voix haute, mais à l'intérieur. Un cri long, étranglé, comme si tout mon corps vidait sa dignité. À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus de simple maladresse. Ce n'était plus une impression, c'était un plan. Patient, méthodique, calculé, destiné à m'effacer. Je ne comptais plus. J'étais devenue un poids, un obstacle à déplacer avec un sourire. Je n'étais plus leur mère, leur épouse, leur grand-mère. J'étais devenue la vieille, l'ennuyeuse, l'emmerdeuse, la propriétaire qu'on pouvait manipuler à volonté. L'idiote à flatter pour obtenir ce qu'on désirait. Et le plus cruel, c'était que je les avais laissés faire. Par amour, par peur de provoquer un conflit, peut-être par naïveté. Mais ce jour-là, une voix s'est éveillée en moi. Une voix que je croyais éteinte depuis des années. Elle a dit « Assez ». Ce n'était pas un cri de plainte. C'était un commencement. Je suis allée dans la chambre d'amis, celle que j'avais transformée en bureau, lorsque Bernard passait ses soirées ailleurs. J'y avais conservé tous mes papiers, mes souvenirs, mes photos, et les doubles des actes notariés de la maison. Je les ai sortis, un par un, en silence. Le froissement du papier me réconfortait. C'était un bruit tangible, réel, à l'opposé de leurs mensonges flottants. J'ai relu chaque ligne de l'acte d'achat. La maison était entièrement à mon nom. Je l'avais payée avec l'héritage de mes parents, et un prêt que j'avais remboursé seul pendant plus de 20 ans. Bernard aimait dire en plaisantant. « C'est toi la fourmi ? Moi je suis la cigale. » Il riait. Moi, je serrais les dents. Je n'ai rien dit ce jour-là. Je suis restée dans cette chambre à relire, trier, classer. J'ai retrouvé une lettre que mon père m'avait écrite à 20 ans. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Même ceux qui t'aiment peuvent te tordre si tu ne résistes pas. Il avait raison, et j'avais oublié ces mots. 3 jours plus tard, Bernard est venu avec un sourire en coin, me demander de signer un petit papier pour faciliter des démarches. Il me tendait le document avec une désinvolture calculée. J'ai compris immédiatement, c'était leur moment. Je l'ai pris calmement. Je lui ai dit que je voulais lire avant de signer. Il a haussé les épaules, feignant le détachement. Mais dans son regard, je lisais la tension. Il croyait m'avoir piégé. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai sorti le document et je l'ai lu mot à mot. C'était une procuration qui me dépossédait de mes droits sur la maison, formulée de manière subtile dans un jargon juridique, mais parfaitement valide. Ils auraient pu vendre sans me consulter. À ce moment, j'ai compris que je n'étais plus seulement méprisée. J'étais trahie, exploitée. Bernard, mon mari, le père de mon fils,
me livrait sans scrupule à une belle fille ambitieuse et sans cœur. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. Je me sentais glacée, vide, comme si quelque chose mourait en moi. Mais dans cette mort, une lucidité nouvelle naissait. Le lendemain matin, j'ai fait semblant. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. Il a souri, sûr de lui, confiant. Dans la journée, j'ai pris rendez-vous avec un notaire à Vierzon, à 1 heure de route. Je le connaissais par une amie d'enfance, un homme droit, discret. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit simplement, « Madame, vous êtes en droit, et vous êtes encore forte. » Ces mots m'ont réchauffé plus qu'une étreinte. Je lui ai demandé de m'aider à protéger mes biens, mes droits, ma dignité. Nous avons entamé les démarches pour enregistrer une opposition à toute tentative de vente. J'ai modifié mes comptes bancaires. J'ai ouvert un nouveau livret et transféré une partie de mes économies. Le notaire m'a aidé à rédiger une lettre de révocation de tous les documents signés précédemment. Tout a été envoyé en recommandé avec accusé de réception. Personne n'en avait la moindre idée. À la maison, je restais la même. Je cuisinais, je pliais le linge, je regardais des téléfilms avec Bernard. Je lui demandais même des nouvelles d'Emma comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Blessée, oui, mais debout et résolue. Quelques jours plus tard, Emma m'a appelée pour parler d'un projet dans ma maison. Elle disait qu'il pensait ouvrir une grande baille vitrée dans le salon, pour plus de lumière, et qu'il pourrait agrandir un peu la terrasse. Elle parlait de ma maison. Je l'ai laissé parler, mais dans ma tête, une autre phrase tournait en boucle. « Tu veux jouer à la propriétaire ? Très bien. Alors jouons. » Ce jour-là, j'ai commencé à dresser ma liste. Des dates, des faits, des preuves. J'ai imprimé des relevés bancaires, retrouvé d'anciens mais où Bernard confirmait que je remboursais seul. J'ai noté des détails anodins mais cruciaux, l'heure à laquelle il sortait, les lieux visités avec Emma sous prétexte d'emmener Maxime au parc. Tout se construisait dans ma tête. Lentement, mais avec la précision d'un échafaudage. Chaque pièce trouvait sa place. Et je me suis fait une promesse. Ils ne me voleront pas ce que j'ai bâti à la sueur de mon front. Ils ne me feront pas disparaître dans l'ombre, comme une vieille lampe qu'on éteint. Je ne suis pas née pour me taire. Cette fois-ci, je ne me tairai plus. Je ne savais pas encore jusqu'où j'irais, mais je savais une chose, je n'attendrai plus qu'on me jette dehors pour ouvrir les yeux. Cette fois, j'allais anticiper le coup, comme une joueuse d'échecs qui a appris à lire les mouvements des autres. Chaque nuit devenait un théâtre sans issue. Mon lit me rejetait, mon esprit tournait en boucle. Je revivais sans cesse la scène devant la maison de mon fils. Je percevais encore la voix d'Emma, cruelle et narquoise. Je revoyais la fausse tendresse de Bernard, son sourire chargé de trahison. Au fil des jours, cette douleur que j'aurais voulu chasser est devenue un instrument. J'ai commencé à la transformer, à l'utiliser. Je prenais des notes dans un carnet à couverture bleue, caché dans un tiroir à chaussettes. J'y consignais tout. Qui avait dit quoi ? Quand ? Où ? Même les détails les plus insignifiants. Je savais qu'un jour cela pourrait s'avérer crucial. Je suis retournée voir le notaire. Il m'a proposé un rendez-vous plus long. Cette fois, j'ai tout révélé. Je lui ai même montré la procuration que Bernard voulait me faire signer. Il a secoué la tête avec gravité, « Vous étiez à 2 doigts de tout perdre. » Je lui ai demandé comment me protéger, comment verrouiller ce que j'avais construit. Il m'a parlé de changement de régime matrimonial, de séparation de biens, de révision du testament. Il m'a expliqué, avec patience et clarté, toutes les démarches à suivre. J'ai dit oui à tout, sans hésitation. J'ai également contacté ma banque. J'ai fermé le compte commun et transféré mes économies sur un compte bloqué, à mon nom seul. Bernard n'en avait aucune idée. Il continuait de croire que je l'attendais dans le salon, avec une soupe chaude et des questions banales. En parallèle, j'ai repris contact avec une ancienne collègue devenue avocate à Bourges. Elle m'a reçu un jeudi matin, dans un petit cabinet discret, près de la rue principale. Elle m'a d'abord regardée, surprise, « Toi ici ?» Puis elle m'a écouté longuement, sans jamais m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne, « Tu es forte, et tu vas t'en sortir. » Je n'avais pas entendu ça depuis des années. Avec son aide, j'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires pour démontrer que Bernard n'avait jamais contribué au remboursement de la maison, que les meubles achetés ces dernières années provenaient de mes économies, et que les projets d'Emma et de lui n'étaient pas seulement immoraux, mais juridiquement fragiles.
Je n'étais plus simplement une femme blessée. Je redevenais une stratège. Et pour la première fois depuis longtemps, je souriais en me regardant dans le miroir. Pas parce que j'étais belle, mais parce que j'étais vivante, entière, en train de renaître d'un feu que d'autres avaient allumé pour me brûler. Je passais mes journées à ranger, trier, relire, classer. Je reconstituais ma vie, morceau par morceau. Et je devenais prudente, silencieuse, polie, aimable même. Je ne laissais rien transparaître. Bernard m'embrassait parfois sur la joue, et je répondais avec un sourire doux. Emma m'invitait pour déjeuner, et je venais avec une tarte aux abricots. Elle ne voyait rien. Elle croyait avoir gagné. Maxime semblait moins sûr de lui, fatigué parfois. Je percevais dans sa voix une hésitation, comme s'il pressentait quelque chose mais refusait d'y croire. Il restait mon fils, mon enfant. Je voulais croire qu'il n'était pas comme eux, mais il ne disait rien. Et dans ces silences, il y a parfois plus de complicité que de mots. Alors, je poursuivais. Chaque jour, un pas de plus. Chaque nuit, une décision de plus, et une certitude qui grandissait en moi. Ils pensaient que j'étais à genoux, mais ils ignoraient une vérité fondamentale. On ne piétine pas impunément le cœur d'une femme qui a trop aimé. Elle finit toujours par se relever, et jamais les mains vides. J'ai commencé avec ce qu'ils méprisaient, mes vieux papiers. Mon mari n'a jamais compris combien je tenais aux tiroirs rangés, aux enveloppes tamponnées, aux classeurs étiquetés. C'était ma force cachée. Pendant des années, j'avais tout archivé. Contrats, factures, échanges notariés, lettres manuscrites de mes parents. Je savais que cela servirait. Je n'aurais jamais cru que ce serait contre lui. J'ai pris rendez-vous avec le notaire pour une réécriture complète de mon testament. Chaque détail a été modifié en profondeur. La maison ne serait plus transmise à Maxime. Elle serait léguée à une association locale de Vierzon, qui aide les femmes âgées seules, à condition qu'elle devienne un lieu de repos et d'accueil pour d'autres femmes blessées. Mon argent ? J'ai ouvert discrètement une fondation à mon nom pour financer les soins palliatifs dans les EHPAD publics du Cher. La gestion de tout cela est confiée à un cabinet juridique indépendant. Mes biens personnels, bijoux de famille, vaisselle de ma mère, tableaux de mon grand-père peintre, seraient envoyés à ma petite nièce, la fille de ma sœur, une jeune fille douce et attentive qui m'avait écrit des lettres adorables chaque Noël. Je n'ai rien dit. Pas un mot. Chaque geste était masqué sous la routine. Je souriais, je cuisinais, je parlais du temps. J'étais un fantôme heureux de passer inaperçu. Pour plus de sécurité, j'ai contacté un huissier pour constater l'état de la maison, son contenu et mes comptes. En cas de litige, tout serait clair. Je n'étais pas folle, j'étais prudente. Puis j'ai commencé discrètement la mise en vente de la maison. Le notaire m'a expliqué qu'étant seul propriétaire, je n'avais pas besoin de l'accord de Bernard. L'agent immobilier est venu un après-midi où Bernard croyait que j'étais chez le coiffeur. Il a pris les photos, et j'ai signé le mandat. En 15 jours, nous avions trouvé un acheteur, un couple de retraités venant de Tours, charmants et touchés par l'histoire de la maison, sans savoir ce qu'elle contenait vraiment. Je leur ai demandé de garder le silence jusqu'à la signature officielle. Tout était prêt. Dans l'ombre, je verrouillais chaque issue, chaque possibilité de retournement. Bernard n'avait plus accès à mes comptes. Maxime n'était plus héritier. Emma ne possédait rien. Leur château de cartes tenait encore debout, mais chaque jour, je retirais une pièce de sa base. Il ne restait plus qu'une chose à faire, attendre le moment de vérité. Ce jour-là, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai enfilé une robe que je réservais aux grandes occasions. Pas pour leur prouver que j'étais belle, non, mais pour me rappeler à moi-même que j'étais encore là, que je n'étais pas brisée. J'étais une femme droite, qui n'avait pas cédé. J'ai préparé le café comme chaque matin. Bernard est descendu, a pris sa tasse. Il a lancé une remarque sur mes cheveux blancs. J'ai souri et dit calmement, « Tu sais, j'ai revu le notaire. » « Ah bon ? Pourquoi faire ? » « Pour organiser certaines choses. La maison, entre autres. » Il est resté silencieux un instant. Puis, plus sec, il m'a demandé, « Tu n'as rien signé, hein ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Si, j'ai tout signé. Et c'est moi qui ai tout écrit. » Son visage a blêmi. Il a posé sa tasse, ses mains tremblaient légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je me suis levée lentement. « La maison est vendue, les comptes sont vides, tout ce que tu convoitais est hors de portée. » Il a voulu parler, m'interrompre, mais je l'ai arrêté d'un seul regard. « Et le plus savoureux,
Tu ne peux rien faire parce que tu m'as prise pour une idiote. Tu as cru que je n'étais qu'une ombre. Tu m'as sous-estimé. Il restait muet. Pour une fois, lui, le bavard insatiable, ne trouvait pas de mots. Moi, je me sentais légère. Ma revanche n'avait pas été bruyante. Elle avait été patiente, précise, silencieuse, mais surtout définitive. Ils ont compris trop tard. Tout s'est déclenché mercredi matin, 10 jours après la signature de la vente chez le notaire de Vierzon. L'acheteur, un couple de retraités de Tours, venait visiter la maison pour prendre les mesures. Bernard, persuadé qu'il régnait encore sur son petit empire conjugal, était dans le jardin à tailler les haies. Il les a vus entrer avec l'agent immobilier. « Bonjour monsieur, on va se sentir bien ici », a dit la dame en souriant. Bernard a cru à une erreur. Il a couru à toute vitesse, rouge de confusion, m'a trouvé en train de plier des serviettes dans la salle de bain. Il a hurlé, comme un chien blessé, « Tu te fous de moi ? C'est quoi ce cirque ? C'est quoi cette visite ?» Je me suis retournée calmement. J'ai posé la serviette pliée sur la pile et répondu, sans élever la voix. « Ce n'est pas une visite, c'est une passation. La maison est vendue. » Il m'a regardé comme si je venais de le gifler. « Vendue ? Vendue à qui ? Avec quel accord ? » Le mien. Il n'en fallait pas d'autre. Il a bégayé et a précipité ses pas vers l'agent immobilier. Mais celui-ci a répondu poliment, fermement, « Monsieur, je suis désolé, mais vous n'êtes pas sur l'acte de propriété. Madame seule a signé, comme le prévoit la loi. » 30 minutes plus tard, Emma est arrivée, alertée par un coup de fil hystérique de Bernard. Elle est apparue dans l'allée, talons claquant sur le gravier, manteau mal ajusté. Elle n'a même pas dit bonjour. Et dit, « C'est une blague ? Tu ne peux pas faire ça. On avait des projets. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. On n'avait rien. Tu avais des rêves sur ce qui m'appartenait. Ce sont deux choses très différentes. Elle a levé les bras, hurlé, menacé. Elle a parlé d'avocat, de vol, d'atteinte au patrimoine familial. Maxime est arrivé à son tour, mal à l'aise, perdu. Ses lèvres bougeaient sans trouver de mots. Il tentait de calmer Emma, de raisonner Bernard, et me regardait sans vraiment me voir. C'était pitoyable. Ils avaient tout parié sur une illusion, sur ma fragilité. Et cette illusion venait de s'effondrer. J'ai déposé la lettre du notaire sur la table du salon. Le document détaillait la vente, la répartition des sommes, les dons aux associations, et toutes les mesures de protection déjà validées. Il n'y avait aucune faille, rien à contester. Bernard est resté muet. Il fixait le papier comme s'il contemplait sa propre disparition. Emma, elle, s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de chagrin. C'était la fureur. Elle savait qu'elle avait perdu. Maxime m'a suivi jusqu'à la porte. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce que toi non plus, tu n'as rien dit, Maxime. Tu n'as rien fait, pas un geste quand ils ont commencé à me pousser dehors. Tu as tout vu et tu as laissé faire. » Il a baissé la tête. Je voulais éviter les conflits. Tu as eu la paix, et maintenant tu n'as plus que le silence. Je suis montée dans la voiture. Mon sac sur les genoux, le chauffeur envoyé par le notaire m'attendait. Je ne me suis pas retournée, même pas pour jeter un dernier regard sur la maison. Ce lieu n'était plus un foyer. C'était devenu une scène de mensonges. Sur le trottoir, ils sont restés là, figés, 3 silhouettes immobiles dans la lumière blanche de la fin de matinée. Moi, j'étais déjà ailleurs. Pas seulement dans cette voiture, mais aussi dans ma tête, dans mon cœur, dans mon avenir. Leur erreur n'avait pas été seulement de me trahir. La vraie erreur avait été de croire que je ne valais plus rien. Le chaos est arrivé vite, comme une fissure ignorée qui, du jour au lendemain, fait s'écrouler tout un mur. Le soir même, Bernard a tenté d'accéder à mes comptes. Il a trouvé des portes closes, accès bloqué, signature changée, procuration annulée. Il a hurlé au téléphone avec la banque, menacé de porter plainte. La réponse a été nette, « Monsieur, vous n'êtes plus co-titulaire. » Les comptes ont été transférés selon les instructions de madame. Emma, elle, a retourné chaque papier laissé dans la maison. Elle espérait une faille, une erreur, une ligne bancale. Mais il n'y avait rien. Chaque mot avait été pesé, chaque clause verrouillée. Mon avocate n'avait rien laissé passer et moi, j'avais appris avec elle la patience d'une stratège. Au bout de quelques jours, les nerfs ont lâché. Bernard, acculé, a rejeté toute la faute sur Emma. Il l'a accusée d'avoir tout précipité, d'avoir été trop cupide, trop pressée.
Elle, de son côté, lui a craché au visage qu'il avait tout ruiné avec sa bêtise, son arrogance et son incapacité à comprendre que cette vieille femme n'était pas si naïve. Maxime tentait d'apaiser les cris, de raccommoder l'irréparable, de retenir un édifice déjà écroulé. Mais il était trop tard. Ils s'étaient ligués contre moi, et désormais c'était entre eux que la guerre éclatait. Quelques jours plus tard, une amie de mine m'a appris que Bernard avait quitté la maison. Il s'était réfugié dans une chambre meublée à Bourges, chez un ancien collègue divorcé. Emma, elle, était restée seule avec Maxime, mais leur couple s'effondrait. Mon fils, qui jusque-là avait tout encaissé en silence, découvrait enfin l'ampleur du piège qu'il avait cautionné. Emma ne l'aimait pas. Ce qu'elle aimait, c'était le confort, la sécurité, le pouvoir. Et sans maison, sans argent, sans avenir, il n'était plus qu'un poids inutile. Ils avaient parié sur un héritage volé, et ils se retrouvaient les mains vides. Pendant ce temps, j'étais déjà loin. J'avais quitté la maison quelques jours après la signature, non pas dans un accès de colère bruyante, mais dans un détachement glacial. J'avais vidé les lieux. J'avais emporté mes albums de famille, quelques livres, mes vêtements, et surtout mon carnet bleu. Celui où j'avais consigné, pas à pas, ma reconquête. Je m'étais installé dans un petit village du sud du Cher, près de Sancerre. Une maison de pierre simple mais accueillante, louée à une amie d'enfance. Il y avait un jardin, des oiseaux et un silence presque irréel. Le téléphone ne sonnait plus et cela ne me manquait pas. Je n'avais donné mon adresse à personne. Pas d'appel, pas de message. Et pour la première fois depuis des années, ce vide ne me faisait pas mal. J'étais en sécurité. J'étais en paix. À distance, j'observais le monde que j'avais laissé derrière moi se fissurer. Les conflits familiaux éclataient au grand jour. Les vérités remontaient enfin. Une cousine éloignée m'a appelée, bouleversée. Elle m'a confié, on aurait dû te prévenir. Emma avait déjà manipulé une succession dans sa propre famille. Elle avait tenu une grand-tante à l'écart du notaire pour tout rafler. On croyait que tu savais. Je ne savais pas. Mais désormais, tout devenait clair. Le poison circulait bien avant que je ne l'aie senti. J'avais vécu parmi eux comme une brebis au milieu des loups, en croyant à la bonté, à la reconnaissance. Mais certains ne connaissent que l'intérêt, et leur silence devient leur arme. Mais aujourd'hui, je n'étais plus silencieuse. Je n'étais plus vulnérable. Je n'étais plus leur proie, et eux n'étaient plus ma famille. Ma nouvelle maison se dressait sur les hauteurs d'un petit hameau près de Buée, à 2 pas des vignes. Rien de luxueux, mais tout y respirait la paix. Un poêle à bois dans la cuisine, des volets bleus qui grinçaient doucement, une terrasse ouverte sur les collines. C'était modeste, mais c'était à moi. Et surtout, personne ne savait que j'y vivais. Les premiers matins, je me réveillais tôt. Non plus à cause des insomnies, mais parce que le silence ici avait perdu toute menace. Il était doux, léger. Je préparais mon café, j'ouvrais grand la fenêtre, je respirais. Je n'attendais plus personne. Et ce manque ne me blessait plus. Je me promenais dans les vignes, écoutant le crissement du gravier sous mes pas, le chant des oiseaux. J'avais redécouvert ce que c'était d'être seule sans être abandonnée. Jeanne, la veuve qui tenait l'épicerie du village, est devenue mon alliée. Une femme droite, qui ne posait jamais de questions inutiles. Elle m'appelait « Madame de la Colline » et riait en disant que mon écharpe rouge faisait fuir les mauvais souvenirs. Je n'ai jamais parlé de Bernard, d'Emma, ni même de Maxime. Ils appartenaient à un autre monde, un monde qui m'avait brûlé sans réussir à me consumer. J'ai recommencé à lire, à griffonner des pensées dans un carnet neuf. Des lettres jamais envoyées, des mots pour moi seule. Un jour, Jeanne m'a invitée chez elle pour un thé. Sa maison débordait de photos, de souvenirs, de rires figés dans des cadres. Elle m'a raconté la mort de son mari, le départ de ses enfants, les silences qu'elle avait traversés. Et puis, elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez le regard de celles qui ont trop aimé et qui, un jour, ont compris qu'il fallait s'aimer soi-même pour survivre. Cette phrase est restée gravée en moi. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. C'était autre chose, un mélange de lucidité et de détachement. Je n'attendais plus d'excuses. Je ne réclamais plus qu'on reconnaisse mes blessures. Je les avais intégrées. Puis, un matin de mars, une lettre manuscrite est arrivée. Celle de Maxime. Il disait avoir quitté Emma. Il reconnaissait, trop tard, ce qu'il avait laissé faire. Il s'excusait. Il voulait me revoir. « Tu es ma mère », écrivait-il, « je comprends maintenant. » J'ai lu et relu ces mots.
Ma gorge s'est serrée. Pas de haine. Pas de joie. Juste une fatigue immense. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je suis sortie marcher dans les vignes. Le vent dans les cheveux, les nuages qui couraient au-dessus des collines. Je me suis assise sur une pierre, carnet en main. Et j'ai écrit, le pardon n'est pas un droit, c'est un choix. Il ne s'offre pas pour réparer. Il se donne quand le silence a assez duré. Je ne savais pas encore si je voulais le revoir. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Mais, pour la première fois depuis longtemps, la décision m'appartenait. Et cette liberté-là valait plus que toutes les maisons du monde. Ce matin-là, le ciel était gris. Mais je m'en moquais. Le vent faisait danser les branches nues du vieux cerisier que j'avais planté à mon arrivée. Il ne donnait pas encore de fruits, mais il tenait droit, solide. À son image peut-être. À la mienne désormais. Comme chaque jour, je me suis levée tôt. J'ai préparé un café plus fort que d'habitude. Puis je me suis assise face à la baie vitrée. Sur mes genoux, une boîte en bois clair. À l'intérieur, quelques lettres, des photos, et mon carnet bleu. Je les ai relus, un par un, lentement. Les mots de Maxime, les photos de nous deux quand il était encore petit, sur mes épaules dans les chemins de campagne. Une vieille carte postale de Bernard, envoyée 20 ans plus tôt depuis la Drôme, griffonnée de 3 mots, « Tu me manques, vieille marmotte ». Tout semblait si loin, si dérisoire. Je n'avais pas pleuré depuis des semaines. Mais là, une larme est tombée sur mon genou. Une seule. Pas de tristesse, pas de joie. Juste un relâchement, comme si mon cœur me remerciait enfin d'avoir tenu bon. Je suis sortie sur la terrasse, j'ai fermé la boîte et l'ai posée à mes pieds. J'ai regardé la vallée, la lumière douce glissant sur les vignes. Je pensais à toutes ces femmes croisées au fil des ans, celles qui, comme moi, avaient trop donné, encaissé, plié, résisté jusqu'à presque disparaître. J'avais failli être l'une d'elles. Peut-être l'avais-je été, mais je m'étais relevée. Je n'avais pas hurlé, pas frappé, pas détruit. J'avais choisi la justice, la précision, le silence. Un silence tranchant comme un couteau, et ce silence m'avait rendu libre. Je n'ai pas tout gagné. Non. J'ai perdu des années de confiance, une image de ma famille, un certain regard sur moi-même. Ces blessures laisseront des traces, je le sais. Mais j'ai gagné quelque chose de plus rare, de plus précieux, le droit de me regarder dans la glace sans détourner les yeux. Et maintenant que tout est fini, que l'orage est passé, je veux dire quelque chose à celles qui m'écoutent, à celles qui traversent peut-être ce que j'ai traversé. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes trop vieille pour comprendre, trop faible pour agir, trop aimante pour vous défendre. J'ai 59 ans. J'ai été trahie, méprisée, vaincue. Mais j'ai aussi été forte, discrète, stratège. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Le silence peut être une forme de justice. Il faut du temps, du courage, et oui, parfois il faut pleurer seul dans le noir avant de trouver la lumière. Mais cette lumière existe. Je vous le promets. Je me suis levée. J'ai rangé la boîte au fond du placard. J'ai enfilé mon manteau et je suis sortie marcher sur le sentier des vignes. Pas pour fuir le passé, mais pour saluer l'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Pas aux autres. À moi.